Il est midi, ce mardi 10 novembre 1970. Les locataires de cette petite maison sortent de chez eux pour une balade. Ils habitent sur la commune d'Orthou, à une trentaine de kilomètres de Nîmes, le long du Crieulon. Ils ne font pas plus de 100 mètres lorsqu'ils découvrent le corps d'un homme, visiblement massacré. Effrayés, ils rebroussent chemin et se réfugient chez eux pour appeler la gendarmerie. Une demi-heure plus tard, les gendarmes sont sur les lieux. Vers 14 h, ce même 10 novembre, Gérard Boudon sillonne la garrigue. Je venais d'Orthou et j'allais à la chasse et je remontais par ce chemin tranquillement. Et en regardant des buis qui n'étaient pas plus hauts que ça, j'ai vu une main qui sortait. Bizarre, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est ça? Je me suis avancé et là j'ai trouvé un cadavre. Du haut de la colline, Gérard Boudon remarque un attroupement le long de la route en contrebas, au pied du pont du Crieulon. Il devine les képis des gendarmes, il se précipite. Je leur ai dit, je viens de trouver un cadavre. Ils m'ont dit, oui, mais il y en a un là. J'ai dit, mais moi, je vous en ai trouvé un dans les buis. Et alors, il y en a un qui m'a dit, mais il y en a deux. Ben, j'ai dit, il faut croire. Des policiers de la section criminelle de Nîmes ont rejoint sur place les gendarmes. Ils fouillent les poches de la première victime. Ses papiers révèlent son identité. André Borel, 33 ans. C'est Borel, c'est-à-dire une espèce de petite rue nîmois qui a un garage un peu chelou, qui est un peu une des grandes gueules d'un petit milieu nîmois. Un médecin relève sur le corps d'André Borel 8 plaies provoquées par des coups de couteau. Le poumon, les côtes, le cuir chevelu, le cou ont été atteints. Il est vraiment dans un sale état, comme si on s'était vraiment acharné sur lui, quoi. Est-ce une vengeance pour comme ça massacrer un homme et massacrer, modifier un visage par les coups, ça c'est quelque chose d'important. C'est le premier mystère au fond de cette affaire. Plusieurs traces d'entrée de balles sont également observées. Une dizaine au-dessus de la ceinture et dans la cuisse. Très près du corps, on trouve 2 douilles et bon, tout de suite, les gendarmes constatent que c'est un 7,65, calibre qui aura son importance, comme on le verra par la suite. À 200 mètres de là, le corps découvert par Gérard Boudon présente des plaies similaires à celles d'André Borel. Il a été abattu de 2 balles derrière l'oreille et elle l'avait égorgé. Une nouvelle fois, le portefeuille de la victime livre son identité, Jean Moreno, 27 ans. Alors le deuxième cadavre qu'on va trouver à 200 mètres de celui du corps de Borel, c'est celui de Jean Moreno, qui est en fait un ouvrier un peu simpliste, un peu simplet, qui travaille un peu l'homme à tout faire de Borel, qui travaille avec lui dans ce garage. Le garage le voici. C'est le garage de la Camargue, situé à proximité de la gare de Nîmes. C'est ici que travaillent Borel et Moreno. Aucun doute n'est permis. Les policiers sont face à une seule et même affaire, un double meurtre. Et dès les premières heures de l'enquête, ils ont déjà une certitude. Agré apparaît tout de suite. Tout de suite, il pense à Roland Agré. Aussi incroyable que cela puisse paraître, alors que l'enquête n'est même pas commencée, les enquêteurs sont persuadés de connaître l'identité du tueur. Roland Agré, il a travaillé au garage un peu comme commercial pour vendre des voitures. C'est un beau gosse nîmois. Et pour faire le boulot pour lequel, à mon avis, Borel l'employait, il était parfait. Roland Agré a quitté le garage depuis quelques semaines. Il s'est enfui avec la femme du patron, Odile Boissonnet, une riche héritière de 28 ans. Elle est belle, elle s'éprend du playboy Roland Agré, mais elle cherche aussi à fuir son compagnon, devenu violent.
Quand elle s'est rendue compte que son Borel d'amant était quelqu'un qui profitait beaucoup de son argent, et quand elle a commencé à vouloir lui demander des comptes, elle s'est littéralement fait, pardonnez-moi l'expression, tabasser. C'est elle qui aurait proposé à Agré de partir avec elle. Elle aurait eu des arguments pour le convaincre. C'était une très belle plante, comme l'on dit à Nîmes. Oui, c'était une femme qui était bien en chair, bien belle blonde, oui, oui. Le 13 octobre 70, un mois avant le double meurtre, Odile Boissonnet et Roland Agré quittent Nîmes à bord d'une Triomphe, un coupé sport emprunté au garage. Ils s'enfuient. Les paysages défilent sous les yeux des tourtereaux. La Côte d'Azur, la Provence, les coteaux du Languedoc, avant de retourner à Nîmes. De son côté, Borel est fou de rage. Il traque les fuyards, armes à la main. Son objectif ? Retrouver coûte que coûte sa femme, la belle et riche héritière. Le Borel se retrouve vraiment le cocu, le dindon, il supporte pas, et là il y a une haine qui se met en place entre les deux hommes. Ils se cherchaient pour se tabasser mutuellement. Ils se cherchaient pour régler des comptes. Dans tout Nîmes, Borel crie partout que Roland Agré va se le faire. Je vais le tuer, je vais te tuer, je vais te massacrer, etc., etc. Tout ça, ça a été entendu, répété, etc. Bon. Donc si Borel est mort, Agré apparaît comme le coupable idéal. Pour les flics, là il y a eu passage à l'acte, c'est-à-dire Roland Agré a buté un rival. Ainsi, l'arrestation de Roland Agré ne va pas tarder. En réalité, le couple Odile et Roland se cache ici, dans cet appartement d'une amie, Rosita Allard, au Gros du Roi, une station balnéaire près de Nîmes. 3 heures seulement après la découverte des cadavres d'André Borel et Jean Moreno, Roland Agré est déjà arrêté et placé en garde à vue. Mais j'ai pris des claques, j'ai pris des coups de règle, j'ai pris donc, beaucoup de choses. Il y avait une très très grande pression, on voulait me faire avouer que j'étais l'assassin, en gros c'était ça. Pour le faire craquer, les enquêteurs mettent sous le nez de Roland Agré un revolver découvert dans sa chambre chez les Allard. Un revolver de calibre 7,65 justement, le même calibre que l'arme qui a tué André Borel et son employé Jean Moreno. Alors là au départ, les policiers sont sûrs, c'est l'arme du crime, il faudrait voir comment ils l'ont bichonné. Et en fait non, c'était pas l'arme du crime, la balistique l'a dit immédiatement. Ça ne peut pas être cette arme puisque l'arme elle est quasiment inutilisable, elle est rouillée, le mécanisme est foireux, enfin bon, on sait tout de suite que c'est pas cette arme-là qui a tiré. C'est bien un 7,65 mais c'est pas celui-là qui a tiré. Plus d'armes du crime donc. Mieux, Agré offre aux enquêteurs un alibi. Les médecins légistes sont parvenus à une certitude. Borel et Moreno ont été tués entre 3 et 4 heures du matin. Or, la veille du meurtre, le 9 novembre au soir, Agré rentre chez les Allard vers minuit et n'en est pas ressorti. Moi, je suis rentré vers les minuit, peut-être 11h30, minuit et quart. Bon. On a bu donc chez les Allard, je me suis couché. Elle était toujours chez moi. Alors, il dormait là-bas et tout, avec sa femme. Alors il faut quand même savoir que la porte était toujours fermée, je ne sais pas si Madame Allard s'en rappellera. Elle avait l'habitude de fermer la clé et de mettre la clé, ça doit être dans le dossier très certainement, dans la poche de sa robe de chambre. Donc une fois qu'on est rentré dans cette maison, on n'en ressort pas, sauf si effectivement on réveille la logeuse pour qu'elle vous ouvre. Alors les policiers s'interrogent. La nuit du crime, le suspect a-t-il pu sortir par la fenêtre située au premier étage ? Revenu sur les lieux, Roland Agré s'étonne encore aujourd'hui d'une telle hypothèse. Je serais donc parti de là avec une corde. Pourquoi pas, je veux bien suivre, d'accord, je pars. Comment je fais après pour remonter sans laisser de traces de pas ? Et supposons que j'ai laissé une ficelle qui pende, il faut savoir que c'est un quartier de pêcheurs ici, et qu'à partir de 4 heures du matin, ça bouge. Je peux vous dire, dans tous les sens, ils prennent leur voiture pour aller au bateau, pour aller ceci, pour aller cela. Forcément, quelqu'un l'aurait eu. Un alibi imparable, une arme qui ne saurait être celle du crime. Après une nuit d'interrogatoire, il ne reste entre les mains des enquêteurs qu'un mobile. La rivalité amoureuse entre André Borel, le garagiste, et Roland Agré. Pas de quoi donc inculper le suspect pour meurtre.
Pourtant, le juge d'instruction qui auditionne Roland Agré le 11 novembre au matin a les mêmes certitudes que les policiers. Agré doit forcément être le coupable, une certitude confirmée par beaucoup de monde, y compris par son avocat. J'ai pensé qu'il pouvait effectivement être le coupable dans ce crime. Bon, parce que, apparemment, ça coïncidait. Quelqu'un qui est menacé de mort, qui est recherché par un type violent, commence à débarrasser. C'est possible, c'est possible. Je pensais que c'était lui. Bon. Les enquêteurs en sont d'autant plus convaincus que Roland Agré n'est pas un inconnu pour eux. Oui, il sort de prison, il a été condamné à 1 an de prison pour falsification de chèques et usurpation d'identité. Il a un casier, et à l'époque, casier égale criminel. Absence totale de preuves. Qu'importe. Policiers et magistrats s'entêtent. Pour eux, Agré est coupable et ils vont trouver une astuce pour le placer en détention. Donc il est mis en détention pour détention illicite d'armes. Uniquement. On n'a pas d'autre chose à ce moment-là. Le 11 novembre 70, les portes de la prison se referment lourdement sur celui que l'on considère comme le tueur de Borel et Moreno. Le jeune playboy nîmois crie son innocence et au fil du temps se métamorphose en lion enragé. Le 16 janvier 1971, 2 mois après le début de son incarcération, le détenu Agré est hospitalisé en urgence. Il vient d'avaler des débris de verre et surtout des manches de fourchette. On se demande même comment. Il faut lever la tête et puis il faut l'engager dans la gorge et puis il ne faut pas avoir peur de pousser très profond, quoi, voilà. Il faut quand même avoir un sacré tempérament pour avaler des fourchettes, des couteaux, tout ce qu'il y a pu s'avaler. Il faut avoir un mépris de son corps et de la douleur pour le faire. Ça fait mal, on s'arrache la gorge, des nausées, etc. C'est terrible, quoi. Cette barbarie, Agré se l'inflige pour attirer l'attention sur son sort, pour crier encore et toujours son innocence. Le premier à entendre sa voix, c'est son avocat, Maître Fontaine. Je me trouve devant une personne qui a une force extraordinaire et qui me crie qu'il est innocent, avec une sincérité qui me touche. Il m'a tout de suite, disons, convaincu. Pourtant, les policiers ne se laissent pas apitoyer et restent convaincus de tenir le meurtrier d'André Borel et Jean Moreno. Pour en apporter la preuve, ils multiplient les investigations. Mon avocat Bernard Fontaine, à l'époque, sait que le juge d'instruction fait feu de tout bois, entend plein de gens et monte un dossier contre moi. Et l'enquête avait son cours, elle avait pris une ampleur régionale considérable, et c'était le coupable pour tout le monde, alors qu'il n'avait pas les moyens de se défendre et de crier sa innocence ou de s'expliquer tout simplement. Et il vient me voir en parlant, il me dit ce qu'il faudrait faire, c'est demander l'inculpation pour que j'ai accès au dossier, qu'on voit ce qui se trame contre toi. Se faire inculper est la seule façon alors de pouvoir prendre connaissance du dossier d'instruction. Cette demande d'inculpation la voici, signée de la main même de Roland Agré. Mais au lieu de l'aider, elle l'enfonce finalement un peu plus. Et là, ça passe dans la presse, c'est ressenti par tout le monde comme un aveu. Même en prison, les gens disent « mais t'es fou, t'as avoué, qu'est-ce que c'est ?» Je dis « non, j'ai pas avoué, j'explique la démarche, voilà. » Une personne, une seule, avait vu le danger de la manœuvre. Et curieusement, ce n'est pas Odile Boissonnet, car depuis que Roland Agré est en prison, la belle héritière est rentrée dans sa famille en région parisienne. Non, celle qui se méfie de la justice, c'est une toute autre jeune femme de 18 ans à l'époque, Marie-Josée Bellori. Roland Agré et Marie-Jo se sont connus quelques mois avant le double meurtre. En apprenant que Roland est suspecté des crimes de Borel et Moreno, elle est la première alors à le soutenir. Je connaissais l'homme, comme je le dis, il était plein de vie, il était gai, il était même un peu naïf, dans le sens où il ne se méfiait pas, il était, voilà quoi, il était assez pur, on va dire, là-dessus. Et j'ai eu aucun doute de son innocence, aucun.
Lui en cellule, elle dehors, Marie-Jo décide de conserver un lien avec son bel innocent. Elle prend de ses nouvelles régulièrement, elle lui écrit des lettres dans sa prison. Des lettres de soutien, de plus en plus enflammées. C'est à ce moment-là que les liens se sont renforcés. Parce qu'il vivait une injustice terrible qui me touchait beaucoup, qui me révoltait. Et le fait qu'on soit séparés a vraiment fait jaillir mes sentiments, on peut dire. C'est là que j'ai compris que je l'aimais vraiment. Son amour est désormais si puissant que c'est décidé. Elle restera à ses côtés pour le meilleur et surtout pour le pire. Et le pire ne tarde pas à arriver à cause de cet homme. Nîmes, 20 avril 1971, 22h45. 5 mois après le double meurtre, des gardiens de la paix repèrent une voiture signalée volée. Ils stoppent sa course. Au volant, un certain Antoine Santelli. L'homme n'oppose aucune résistance. Il est arrêté et fait aux policiers une déclaration stupéfiante qui semble a priori disculper Roland Agré. Et c'est lui qui spontanément dit vous avez fait une bonne affaire, c'est moi qui ai payé Borel et Moreno. Mais les policiers, ils en restent complètement sur le cul, quoi. Santelli est crédible, car dans sa voiture, les policiers ont saisi tout un arsenal, 3 fusils et 2 pistolets, dont un calibre 7,65. Le même calibre justement que celui qui a tué Borel et Moreno. En garde à vue, Santelli poursuit sa confession. Il avait un complice, Antoine Ritter, et il explique comment ils ont agi. À 1h du matin, le 10 novembre 70, Ritter et Santelli se rendent au garage de la Camargue. Ils montent à l'étage et frappent à la porte de l'appartement. Borel les reçoit autour d'une bière. Ritter et Santelli savent que Borel est jaloux et qu'il veut mettre la main sur Roland Agré et Odile Boissonnet. Ils affirment savoir où se cachent les tourtereaux et proposent à André Borel de le mener à eux. Les 3 hommes repartent, direction Ortou. Sur un chemin, la voiture s'arrête. Il arrive sur les lieux, paraît-il, on distingue les lumières d'une maison à quelques centaines de mètres. Il est indiqué à Borel que c'est dans cette maison que le couple se cache. Il laisse Borel passer devant et Santelli dit « j'ai vidé mon chargeur ». Donc Santelli dit je suis le meurtrier. Et Antoine Santelli d'expliquer aux enquêteurs que son complice Antoine Ritter a achevé la victime à l'aide d'un couteau, à cran d'arrêt. Travail accompli, les 2 hommes repartent vers Nîmes, mais en chemin, ils ont une angoisse. En passant chercher Borel chez lui, quelqu'un les a vus. Jean Moreno, l'ouvrier de Borel. Il somnolait dans le canapé du salon. Ritter et Santelli craignent d'être dénoncés. Donc ils sont retournés au garage. Ils lui ont fait croire que Borel avait besoin de lui. Ils l'ont amené sur les lieux mêmes et ils l'ont tué. Moreno n'avait rien à voir dans cette affaire, ni de près ni de loin. Le seul problème de Moreno, c'est de s'être trouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Lors de son audition, Antoine Santelli réserve encore aux policiers une surprise de taille. Il la consigne noir sur blanc dans sa déposition. Nous avions agi à la demande de Roland Agré. Alors là, patatras. C'est patatras parce que Santelli dit mais c'est Agré qui m'a demandé donc d'abattre Borel et Moreno. Roland Agré serait le commanditaire du meurtre.
Les policiers avaient raison. Même avec tous les alibis du monde, il serait bien coupable. Coupable par tueur à gages interposé. Santelli, soucieux d'argumenter son propos, donne aux policiers tous les détails de l'arrangement qu'il aurait conclu avec Agray. Le 9 novembre 1970, quelques heures avant le double meurtre, Roland Agray est tranquillement en train de boire un café au bar Le Napoléon à Nîmes. Antoine Ritter et André Santelli passent à l'action. Santelli rencontre Agray et lui dit « Voilà, Borel m'a payé pour te buter, je tenais à te le dire. » Mais Antoine Santelli n'a pas l'intention de remplir le contrat, car il a une autre idée en tête. Puisque l'héritière est passée des bras de Borel aux bras d'Agray, le compte en banque l'a suivi, il se dit « Vaut mieux se mettre d'accord avec Agray, car c'est lui qui pourra nous payer. » Santelli et Ritter ont une proposition à faire à Roland Agray. Ils veulent la faire à l'abri des oreilles indiscrètes, dans la voiture qui va le raccompagner au Gros du Roi. En chemin, les deux hommes abattent leurs cartes. Il lui propose carrément de dire « Mais si tu veux, moi je te débarrasse de Borel, puisque finalement c'est toi qui as le pognon. » Et Roland, selon toujours Santelli, rebondit dessus en disant « Ouais, banco, si vous me débarrassez de ce mec-là, je vous file 100 000 francs. » Pour finaliser l'accord, Agray aurait même offert à Ritter un couteau à cran d'arrêt qui pourrait servir à achever Borel. On a reproché à Roland Agray d'avoir fait l'acquisition d'un couteau le jour même de la mort d'André Borel. Le couteau va être retrouvé, le couteau du crime, au domicile de Ritter. Qui lui avait reconnu avoir participé au meurtre d'André Borel et de Moreno. Enfin, Santelli précise aux policiers qu'il aurait reçu des mains de Roland Agray un chèque de 100 000 francs une fois le double meurtre accompli. Et le lendemain, effectivement, Roland Agray va remettre un chèque à Santelli. Et là, les deux hommes conviennent de plus jamais se revoir, voire de dire, se sont même jamais rencontrés. Santelli achève sa déposition sur cette remise de chèque. Les enquêteurs ont enfin des éléments concrets dans leur dossier. Une rencontre dans un bar, confirmée par des témoins, le couteau du crime, acheté par Roland Agray, un chèque en paiement du travail accompli. Santelli dit vrai. Pourtant, depuis sa prison, Roland Agray affirme n'être au courant de rien. Donc pour les policiers, il ment. Immédiatement, la presse s'en fait l'écho. Le commissaire Sonsin, patron de la brigade criminelle de Nîmes, jubile. Sonsin est revenu me voir, très flamboyant. Ah, ça y est, on t'a serré, c'est fini. Voilà quoi, j'étais. Comme il m'avait dit, t'es fait comme un rat. 2 ans plus tard, le 26 février 1973, s'ouvre devant la cour d'assises de Nîmes le procès du double meurtre d'Ortou. Sur le banc des accusés, 3 hommes, Roland Agray, Antoine Santelli et Antoine Ritter. Pour l'accusation, l'issue du procès est évidente. Les choses à la cour d'assises étaient clairement posées. D'un côté, vous aviez Santelli et Ritter, qui étaient les exécuteurs des bases œuvres, et puis vous aviez de l'autre côté le commanditaire, Roland Agray, qui leur avait demandé de le débarrasser de Borel. On avait le sentiment que les choses étaient acquises une fois pour toutes et que rien ne bougerait plus. La presse locale partage ce sentiment. La veille du procès, on ne discute plus de la culpabilité des accusés, on spécule déjà sur le verdict dès les premières lignes d'un article du Midi Libre. Il y avait marqué « 3 hommes risquent leur tête ». Donc voilà, il n'y avait pas de doute, c'était énorme. 3 hommes risquent leur tête. Alors évidemment, il y a la mienne dedans. Mais j'en parle aux avocats. Ils me disent, mais laisse faire, c'est la presse, c'est rien du tout. Ah bon, c'est rien, c'est rien, allons-y. Roland Agray y va, insouciant, le cœur léger. Ses avocats, Maître Lacroix et Maître Bonenfant, ont su le rassurer. D'ailleurs, ils plaideront l'acquittement, car ils ont dans leur manche
des atouts exceptionnels. Dès les premières heures de l'audience, il trouve un allié des plus surprenants, Antoine Santelli, sur qui toute l'accusation repose. Coup de théâtre, celui-ci donne une nouvelle version de la soirée du meurtre. Agré aurait été sur les lieux du crime, ce qu'il n'avait jamais dit jusqu'à présent. Il va au-delà du donneur d'ordre par procuration. Il dit, mais il était là. Il était là pour s'assurer que le travail allait être fait. Seulement, Roland Agré ne pouvait y être. Ça a été démontré. À l'heure du crime, il est au Gros du Roi, chez les Allard. Alors, sans plus de scrupules, Antoine Santelli fait volte-face, du tout au tout. Santelli a mis Agré hors de cause, ou en tout cas, il est revenu sur une bonne partie de ses précédentes déclarations. Autant que je me souvienne, la première fois que nous sommes passés aux assises, il avait donné, c'est le président qui l'avait relevé à l'époque, pas moins de 19 versions. Bon. Sur les 19 versions, il y en a 8 qui me sortaient d'affaires, disons, qui me blanchissaient, puis les autres m'accusaient. Santelli, voulant trop en faire, apportait de l'eau à notre moulin. Agré et ses avocats gagnent une première manche. Après avoir fait exploser l'accusation, il est temps pour eux de passer à l'attaque. Ils vont faire la démonstration que leur client étant fait la victime d'une bande de voyous sous la coupe de Borel, qui à l'automne 70 voulait l'abattre. Pour cela, les avocats font appel aux époux Sugier qui viennent témoigner au procès. Dans cette affaire, ils ont bien failli eux aussi perdre la vie. Vincent Sugier a connu Roland Agré au garage de la Camargue. Aussi, lorsqu'en octobre 70, Agré et Odile fuient Borel, Sugier leur propose de les planquer chez lui, dans cet immeuble de la banlieue de Nîmes. Borel l'apprend. Dans la nuit du 18 au 19 octobre, avec des copains, il se rend au pied de l'immeuble des Sugier. Toute la nuit, ils sont restés en bas. Ils voulaient qu'on dise où il est Roland, où elle est Toute la nuit. Odile. Moi, je me penche à ma fenêtre. Et c'est là qu'il y a un coup de feu qui est parti. Et il y avait une rambarde, à mon niveau de mon ventre d'ailleurs, et ça a tapé là-dessus. Moi, je vais vous dire, ça fait drôle. Hein. Ça fait très drôle. Heureusement que c'est la rampe qui a pris la balle, sinon c'est lui qui la prenait. Aux assises de Nîmes, le témoignage des Sugier bouleverse la donne. C'est le procès de Borel qui se mène soudain. Agré devient victime. Immédiatement à l'audience, l'avocat de la famille d'André Borel cherche à tempérer. À supposer même que ce soit bien Borel qui ait tiré ce soir-là, ça ne saurait expliquer et justifier la mort atroce qui a été la sienne au mois de novembre 1970. Malgré tout, l'accusation vacille. Les avocats de la défense peuvent désormais porter les stockades. Roland Agré est entendu par la cour, et voici ce qu'il va raconter. Le fameux chèque qu'il a remis à Santelli n'a jamais servi à payer le meurtre d'André Borel. Non, Roland Agré dit avoir été la victime d'un racket. La scène s'est déroulée quelques heures avant le crime, dans la voiture qui le ramenait au Gros du Roi. Brutalement, je vois en même temps Ritter qui ouvre le volet de la trappe d'aération de la 4L devant, qui plonge la main dedans. Je vois le calibre et me le met sur la tête. Et dit maintenant tu vas vider tes poches, etc., etc. De ses poches, Agré sort quelques billets et surtout le couteau à cran d'arrêt acheté l'après-midi même. Ritter l'exhibe, il le gardera. Roland Agré voit sa dernière heure arriver. Mais non, Santelli n'en veut pas à sa vie, il veut de l'argent, beaucoup d'argent. Roland Agré est obligé de dire oui à ces hommes qui sont deux dans la voiture, pas oublier, à ces hommes qui le menacent. Bon, il voulait me racketter d'une façon ou d'une autre. Antoine Santelli et ses 19 versions de la soirée du crime. Une bande de voyous qui n'hésite pas à tirer sur tout ce qui bouge.
un chèque de 100 000 francs en guise de rançon, les défenseurs d'Agrée, avant le verdict, sont convaincus d'avoir gagné la partie. Roland était, se croyait sorti d'affaire, je pense. Mon avocat à l'époque, Lacroix, me dit, mais il n'y a pas de problème, Roland. Et je me souviens, il m'a dit, il a écrit acquitté en rouge aux assises. Mes parents même me disent, m'avaient toujours inculqué ça, si t'as rien fait, on ne peut pas te condamner. Moi, j'étais certain qu'on ne pouvait pas, c'était pas possible. On ne pouvait pas me condamner. J'étais beaucoup plus inquiète que lui. Je ne faisais pas confiance. Après 1h30 de délibéré, le verdict tombe. Antoine Santelli est condamné à mort. Lorsque j'ai entendu que la peine de mort était prononcée contre Antoine Santelli, j'en ai été bouleversé. Ça a été un brouhaha terrible et je pense que ce brouhaha-là était dû à la peine de mort qu'on a donnée à Santelli. Dans le chahut, les 2 autres sentences sont proclamées. Perpétuité pour Antoine Ritter. Et contre toute attente, 15 ans de réclusion pour Roland Agrée. C'était le monde qui s'écroulait, quoi. 15 ans, il me semblait que je voyais ce qu'allait être 15 ans de détention pour Roland. 15 ans, évidemment, là, toutes les misères du monde sont tombées sur les épaules. J'avais peur pour lui, j'ai toujours eu peur pour lui, mais là, je me demandais comment il allait réagir. Et je me rappelle la seule chose que j'étais capable de dire à Marie-Jo, t'en fais pas, je vais faire du sport. C'était aussi bête que ça, c'est le seul truc qui m'est sorti, c'est tout ce que j'ai pu dire à Marie-Jo. Le jeune condamné a raison, il va y avoir du sport, mais d'un tout autre genre. Ce jour-là, l'affaire aurait dû être close, les peines prononcées sont définitives. Les condamnations en cour d'assises n'étaient pas à l'époque susceptibles d'appel. La seule voie possible pour faire reconnaître une erreur judiciaire, c'est la révision du procès. Seuls 3 condamnés y sont jusqu'alors parvenus, dont le célèbre capitaine Dreyfus. C'est pourtant sur ce chemin que va s'engager Roland Agrée, au risque de mettre sa vie en danger. Je vous garantis qu'alors là, ça m'a galvanisé, c'est là. Et c'est là où j'ai eu un trait de conscience, et c'est là où j'ai vraiment pris conscience. Et j'ai dit, le combat, il va changer de forme, et ça va être autre chose. Et quand je suis rentré à Muret, à la centrale... Il s'est juré qu'il en ressortirait. Soit vivant, soit les pieds devant. Car il a mis sa vie en péril. Il a véritablement mis sa vie en péril. Le calvaire commence. Roland en prison, pour se faire remarquer, avale des fourchettes et refuse de s'alimenter. Il a eu 3 opérations de l'estomac après avoir avalé des fourchettes. Et en plus, il était en grève de la faim. Donc ça devenait impossible. J'en avais marre d'avaler des manches de fourchettes, j'en avais marre de me faire mal. Mais j'étais obligé de faire ça. Dehors, Marie-Jo, sur tous les fronts, frappe aux portes des journalistes pour faire connaître le combat de son mari. Tout le monde est compatissant, mais personne ne se lance à démarrer cette affaire et à en parler. Pendant 2 ans, le couple prêche dans le désert. Jusqu'à ce que la nouvelle avocate du condamné, maître Marie-Christine Eutelin, mette en œuvre une première demande de révision du procès. Pour cela, elle retourne dans le dossier et exhume 3 lettres signées Antoine Santelli, 3 lettres oubliées où l'homme innocent Roland Agrée. Aussitôt informée, la presse s'en fait l'écho. L'affaire est relancée. De son côté, le détenu Agrée profite de l'occasion et il a une idée spectaculaire. Une idée qui se voit de loin. J'avais compris à mots couverts ce dimanche au parloir qu'il allait monter sur le toit de la prison pour clamer son innocence. Nous sommes le vendredi 17 juin 1975. L'homme que vous voyez à droite de l'image n'est autre que Roland Agrée, filmé par les caméras de télévision, debout sur le toit de sa prison. Je pars, je sais pas comment j'ai fait pour monter. Et j'arrive, et il y avait une cloche. Et là, bibibing, bibibing, bibibing.
un détenu grimpe sur le toit de la prison d'où il clame son innocence. Sur le toit de la prison de Nîmes pour clamer son innocence. Les avocats de Roland Agré accourent, leur client est en danger. Il est sur un toit pentu, il gesticulait, il... Ah ouais, bien sûr. Je ne savais pas exactement comment ça allait finir et surtout j'avais très peur. Le toit est très haut, donc j'avais vraiment très peur. Durant 2 jours et 2 nuits, le prisonnier est resté perché sur son toit, menaçant de se jeter dans le vide. Et c'est finalement Marie-Christine Autelin qui l'en fait descendre. Maître, vous sortez à l'instant de la centrale. Agré a-t-il regagné sa cellule? À l'heure actuelle, oui, il est redescendu. Il était environ 16h45. Roland Agré et sa compagne Marie-Jo voulaient médiatiser leur combat. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils y sont parvenus. Désormais, la presse ne les lâche plus des yeux, ni lui, ni Marie-Jo. Elle est d'une ténacité. C'est elle qui, au début, c'est elle qui va le faire connaître. Hein. Elle a accepté tous les paris qu'il a fait, qu'il a tenté. Elle l'a toujours soutenu. Elle l'a jamais abandonné. C'est une sacrée bonne femme. Roland Agré, depuis 5 ans, crie son innocence derrière les murs de la prison des Baumettes. Autour de Marie-Jo se rassemble un comité de soutien comme jamais la justice n'en a connu. Des intellectuels comme Claude Mauriac, des politiques, François Mitterrand, même des étudiants manifestent tous les jours en faveur de Roland Agré. Des lycéens de mon lycée qui se sont foutus en grève de la faim, bien sûr ça fait du bruit. Et même combien de fois on s'est fait casser la gueule au marché? On s'est fait casser la gueule, ouais, on s'est fait arrêter au marché. Pendant que dehors la mobilisation grandit, Roland Agré lui s'agite à l'intérieur de sa cellule de la prison des Baumettes. Donc il fallait que je fasse des événements spectaculaires et je savais que j'allais me mettre en danger, que j'étais obligé, que je n'avais pas d'autre solution. Parce que la barre était déjà haute, il fallait chaque fois que je mette la barre toujours plus haute, toujours plus haute. Et la barre au-dessus est un défi incroyable. Une grève de la faim illimitée. Et aussi fou que cela puisse paraître, elle va durer plus d'1 an. Non, c'est insensé. Insensé. On n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu ça. Jamais. Il a perdu, je ne m'en rappelle plus, mais au moins une trentaine de kilos, au moins. J'étais persuadé que cet homme, si on ne faisait rien, allait mourir. Pour sauver cet homme, le docteur Bernard Granjon rassemble autour de lui un groupe de 7 confrères réputés chacun dans son domaine. Ensemble, ils examinent le détenu. On a fait chacun rédiger son observation dans son domaine. Nous avons dit qu'il y avait quand même un danger, il commençait à avoir des petits troubles cardiaques. Il y avait un danger éventuellement que l'affaire se termine mal. Je crois qu'il n'y a plus rien à faire et je demande vraiment à tous ceux qui ont l'opinion publique de faire quelque chose. Il veut continuer sa grève de la faim? Oui. Fort de son rapport d'expertise, le docteur Granjon veut frapper fort, au sommet de l'État. Face à la presse, il confie le sort de Roland au président de la République. À l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, seul à pouvoir décider d'une grâce. Actuellement, tout se déroule de manière à permettre au juge d'apprécier s'il doit y avoir ou non révision de son procès. Et c'est pourquoi je souhaite que ceux qui peuvent avoir une influence sur lui, que ce soit sa famille ou ses avocats, lui indiquent que tout est en cours. Alors je précise qu'entre-temps, les situations s'étaient aggravées, qu'il a été transporté dans un service de réanimation très performant à la Timone, et après, je crois, 1 semaine de cette réanimation... J'ai entendu frapper à la vitre, parce qu'il y avait un sas comme ça, puis il y avait 2 policiers qui étaient en permanence. Et j'ai entendu frapper fort. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Alors, je regarde et puis je vois les policiers qui me font signe comme ça, au revoir. Et là, je dis, il s'est passé quelque chose. Je sais pas, ils ont l'air de partir, ils te font... Giscard a été obligé d'accorder cette grâce médicale à Roland Agré. Et là, il y a une infirmière qui est arrivée qui m'a dit, on vient d'entendre sur la radio que vous êtes gracié. Incroyable. Le 1er mars 1977, après 7 ans de prison, Roland Agré est libre. Première réaction lorsqu'on est dans la rue? Mais lorsqu'on est dans la rue, je pourrais dire que j'éprouve
un grand bonheur parce que je l'amène Marie-Jo dans la mienne. Et je retiens un grand cri parce que j'ai vraiment pas lieu d'être satisfait. J'ai pas de merci à dire parce que on me doit. Mes 28 ans, par exemple. Comment vouliez-vous que je vive, moi, avec une faveur présidentielle, alors que je ne méritais pas une seconde de prison? Je dis simplement, mais attendez, je n'accepterai jamais cette condamnation. Jamais. Et j'irai jusqu'au bout. Je veux ma révision de procès. Et ce que Roland Agré est prêt à faire pour obtenir la révision de son procès dépasse l'entendement. 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Pour les Agré, enfin, c'est le bout du tunnel. On avait le soutien de François Mitterrand, qui avait fait un article magnifique où il demande la révision du procès. On dit la révision in the pocket, puisque tout le monde la réclamait à l'époque, quoi. Pour obtenir une révision, il faut impérativement apporter devant la Cour de cassation un élément nouveau, inconnu, au moment du premier procès et mettant en doute la culpabilité du condamné. Robert Badinter, le nouveau ministre de la Justice, demande à l'un de ses conseillers d'expertiser le dossier Agré pour voir si cet élément nouveau existe. J'ai lu ces dossiers et j'ai établi les notes les concernant, si on veut dire en technicien du droit. Bon, juridiquement, en l'état des textes de l'époque, bon, l'élément nouveau qui était nécessaire pour obtenir la révision, malheureusement, n'existait pas. Alors, Roland Agré va en trouver un. Il décide d'attaquer devant la justice Antoine Santelli, l'homme qui l'a accusé d'avoir commandité l'assassinat d'André Borel. Et la justice va donner raison à Roland Agré. C'est-à-dire qu'à partir des propos qui m'avaient fait condamner à l'époque, lui se retrouve condamné, subornation de témoins et faux témoignages, sur les mêmes propos. Donc la révision de procès est imparable. C'est notre élément nouveau. Seulement, la justice prend encore son temps. Et moi, du temps, je n'en ai plus, je suis à cran, j'en ai ras le chignon. Alors, Roland Agré, obstiné, est prêt à tout pour que l'on reconnaisse son innocence. J'ai pris un couteau qui est là. Inimaginable. Roland Agré s'est coupé 2 doigts de la main gauche face aux caméras de télévision. C'est que j'entends encore le bruit. Oh, ça fait mal, c'est pas croyable. Quand on est entré dans la pièce et qu'on l'a vu se trancher le doigt, c'est vrai que c'est un souvenir qui marque. Parce que c'est humainement difficile à supporter. Vous savez que les animaux pris au piège se coupent la patte pour sortir. Tout sauf le piège. C'est inouï. C'est ce qu'il a fait. Dans ces moments, on est sublimé. Je crois que le pire, c'est d'y penser. Et une fois qu'on est dans le truc, quoi, c'est tellement horrible que... faut faire vite, quoi. Paf, paf, hop, pot de confiture. Et puis on va le porter dans la rue, mais c'est inouï quand même. Roland Agré ne se contente pas de se couper 2 doigts. Il les porte au ministère de la Justice pour exiger une fois encore sa révision de procès. J'ai eu un contact avec celui qui avait été destinataire, bon, et qui a été horrifié. Comme dire, ça a été je dirais pas le choc de sa vie, mais l'un des chocs de sa vie. Hasard ou conséquence, après 14 ans d'un combat acharné, la Cour de cassation prend une décision historique. Pour la 4e fois de l'histoire judiciaire, elle accorde une révision de procès. Fallait que ça s'arrête. Puis on me le devait, merde. Alors j'étais lancé, c'était jusqu'au boutiste, et puis c'était ça. Et d'ailleurs j'avais promis que si ça n'allait pas très vite, après le 2e doigt, j'avais prévu d'aller me coudre la bouche devant le ministère de la Justice. La condamnation d'Agré est donc annulée. Mais la partie est encore loin d'être gagnée. Il lui faut maintenant comparaître devant une nouvelle cour d'assises. Et cette fois, convaincre les jurés de son innocence. Le 22 avril 1985, s'ouvre à Lyon le second procès de Roland Agré. Pour son retour sur le banc des accusés,
il s'est préparé tel un boxeur. Le mec qui se présente aux assises de Lyon, c'est pas du tout le même Godelureau, frimeur et tout, qui était à Nîmes. 15 ans après le double meurtre de Nîmes, Roland Agré retrouve une deuxième fois la justice sur son chemin. Il est 14h lorsque s'ouvrent les débats. Roland Agré est entré dans la salle d'audience libre. Il compte bien le rester au terme du procès. Et dès le départ, il montre qu'il veut tenir le premier rôle. Il était magnifique, c'était Roland le magnifique. Hein. Vraiment, un gars qui reste 4 jours à se défendre lui-même avec brio. Alors qu'il a quand même cette charge, il sait que s'il ressort condamné, il ne va pas le supporter, donc il faut absolument qu'il soit acquitté. Il prend tous les risques, Il a décrété qu'il allait se défendre tout seul, ce qui était, ma foi, tout à fait son droit et en son pouvoir. C'est vrai, j'ai tout fait, j'ai indisposé, j'ai interpellé des jurés, j'ai demandé au président, j'ai interrompu des séances pour aller fumer une cigarette ou pour aller boire un café. Mais bien tous les témoins qui sont venus, alors je peux vous dire qu'il y en a qui ont passé un sale quart d'heure, hein. Seulement, parmi les témoins, il y en a un qui a une dent contre Roland Agré. C'est une figure de la police française, un homme d'une intégrité irréprochable, le commissaire Jacques Delarue. Son témoignage va déstabiliser le clan Agré. Delarue il arrive en disant Agré est coupable, pas final. C'était une très mauvaise surprise. Pour moi, Jacques Delarue, le commissaire Delarue, est la pire des choses qui nous soit arrivée, et pourtant il nous en est arrivé. Pour preuve, Jacques Delarue égrène à nouveau les éléments qui pèsent contre l'accusé. Le chèque de 100 000 francs par exemple, qui a servi à payer les assassins d'André Borel et Jean Moreno. Mais dans son box, Roland Agré se lève et riposte immédiatement. Je vais payer un tueur à gages que je connais pas par chèque. Putain, qu'est-ce que c'était malin ça. J'étais peut-être un jeune corps à l'époque, mais alors à ce point, je pense pas, là c'est un peu gros ce que vous me racontez. Jacques Delarue encaisse les sarcasmes de l'accusé. Le commissaire enchaîne. Cette fois, il s'efforce de démontrer que Roland Agré n'est qu'un manipulateur. Et il va jusqu'à mettre en doute la réalité des grèves de la faim qu'il a menées. Qu'il mette en cause la grève de la faim de Roland à la barre, ça a été un scandale épouvantable. Je me souviens de Bernard Grangeon, le docteur Grangeon, qui hurlait au fond de la salle et qui s'est rapproché de Jacques Delarue. Il a fait des allusions fines sur le fait qu'on avait été surtout des militants et pas des médecins. Et là, je lui ai dit que je le prenais très mal. Je ne vais pas lui donner des leçons de droit parce que j'estime ne pas être compétent. J'attends qu'il ne donne pas des leçons de médecine parce que lui est totalement incompétent. Le commissaire Delarue devait discréditer Roland Agré. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a échoué. Les débats continuent. Cette fois, la Cour tente de savoir si lors de l'enquête, toutes les pistes ont été explorées. Et il s'avère à l'étonnement général que non. Notamment, le témoignage d'un camionneur passé à proximité du lieu du crime, à l'heure du crime. Ce qu'il a vu est bien différent de la scène décrite par Antoine Santelli. Il avait déclaré qu'il était passé sur les lieux, qu'il avait vu 2 véhicules automobiles. Moi j'ai vu 2 voitures dans la nuit, c'est les phares qui m'ont aveuglé, donc je m'en souviens très bien. Et plusieurs personnes. Il parlait, autant que je me souviens, de 5 ou 6 personnes. Qui pouvaient bien être ces hommes présents sur les lieux du crime? Jamais on ne le recherchera. Pas plus qu'on ne cherchera qui en voulait à André Borel, au point de faire feu à 3 reprises sur son garage dans les jours qui ont précédé sa mort. Un mécanicien et un client ont pourtant décrit la même scène. Il y a une voiture qui arrive, qui longe le garage, et un bras qui sort, et puis là... Ça ne pouvait pas de toute façon être Roland à ce moment-là. Donc il y avait effectivement d'autres personnes qui avaient quelques raisons de supprimer Borel. Et qui attestent du fait que le type n'est pas net, quoi, clairement. Effectivement, André Borel n'est pas qu'un honnête commerçant. Entre 1960 et 1970, il avait été condamné à 5 reprises pour usage d'armes à feu, vol et escroquerie. Et si André Borel avait été la victime d'un règlement de compte entre voyous? Et si ces voyous avaient fait porter le chapeau à Roland Agré? Ces pistes, enfouies au fond du dossier, sont déterrées devant la cour d'assises de Lyon. Et les jurés sont sidérés.
Même le procureur renonce à requérir, non sans regret. Sachez, monsieur Agré, que vous aurez des remords toute votre vie, vous serez moralement responsable, etc. C'était intellectuellement fort malhonnête. Parce que, en matière de justice, on a des éléments où on n'en a pas. Quand on n'en a pas, eh bien stop, et puis on ne va pas inciter les jurés à condamner quand même, quoi. Au bout de 4 jours de procès, c'est l'heure des délibérés. Chose rarissime, les jurés prendront leur décision en quelques dizaines de minutes seulement. Roland Agré est acquitté. La décision est définitive. Il était effondré, fatigué et sûrement soulagé. Après tant de luttes, d'entendre ce petit mot innocent. C'est justice, simplement, c'est justice. Et évidemment, sur un plan personnel, c'est une grande défaite pour moi, parce que je peux plus retourner la tête, voir les 15 ans que j'ai passés, mais... Acquittés, mais pas satisfaits. Marie-Jo et Roland Agré ont encore un dernier combat à mener. 10 novembre 2005, 35 ans jour pour jour après la mort d'André Borel et Jean Moreno, il est 9h du matin. Nous sommes au domicile de Roland et Marie-Jo Agré. Je vais retirer les autres balles parce que je veux pas qu'il y en ait une qui reste dans le... Et celle-là, tu la prends, tu la gardes parce que c'est celle qu'on donne au garde des Sceaux. Roland Agré a prévenu la presse. Il a décidé de se tirer une balle dans le pied. Objectif ? Obtenir une juste indemnisation pour réparer l'erreur judiciaire dont il a été la victime. Voilà, j'aurais pu l'armer et tirer. Je sors dans le jardin, je mets mon pied sur mon tabouret et je tire. Julien, la roche à l'alcool. Julien. C'est toi, Roland Agré, le pied en sang, est immédiatement soigné dans son jardin par des amis infirmiers. Il fallait essayer de me porter pour rentrer, les gars. Cette dernière action va porter ses fruits. Roland Agré est indemnisé pour erreur judiciaire. Le montant que l'État français lui a versé est confidentiel. Il s'est engagé à ne jamais le divulguer. Six mois plus tard, Roland Agré jette son dossier pénal au feu. 20 ans après sa réhabilitation, une page est tournée. Champagne. C'est fini, c'est fini. On n'en parlera plus, c'est terminé. On va essayer de vivre. Tout ce qu'on a passé, tout ce que ma femme, tout ce que tout le monde a passé, jamais on pourra le rendre. C'est irréversible. On a fait de moi une plaie vivante. Là, j'ai l'air d'être gentil, d'être... Mais non, j'en souffre encore. Puis alors, en plus, le fait d'accepter de faire ce documentaire, là, vous êtes en train de me charcuter, toutes mes plaies remontent à vie, voyez-vous. Alors non, c'est l'inacceptable, on ne peut pas l'accepter. Être condamné innocent, ce n'est pas acceptable. Et moi, c'était la voie de la rébellion, la voie de me prendre en otage. J'ai pris mon corps en otage parce que je n'avais pas d'autre solution. J'ai eu du comportement d'inhumain. Nous sommes en novembre 1970, à une vingtaine de kilomètres de Nîmes. Au petit matin, les gendarmes découvrent les corps d'André Borel, un garagiste de 33 ans, et de son employé Jean Moreno, 29 ans. Les deux hommes sont massacrés, égorgés, éventrés et achevés par des balles de gros calibre. Et fait rarissime, alors qu'ils découvrent l'identité des victimes, les enquêteurs, sans plus d'investigation, sont convaincus de connaître le nom du coupable. L'enquête va s'arrêter là. Pourquoi ? Parce que depuis un mois, l'épouse du garagiste, Odile, une riche héritière, est partie avec un beau jeune homme de 29 ans. Il s'appelle Roland Agré. Et du coup, moins de 3 heures après la découverte macabre, les gendarmes vont interpeller Roland Agré.
Il a beau clamer son innocence, la machine judiciaire est en marche et elle va le conduire inexorablement dans le box de la cour d'assises du Gard où il sera condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Nous sommes en 1973. Du fond de sa cellule, le condamné va mener un incroyable combat. Il n'hésite pas à se couper 2 doigts. Il avale tout ce qu'il trouve, des couteaux, des fourchettes. Il va même escalader le toit de sa prison pour y tenir une conférence de presse 2 jours durant. Après 7 ans de détention et 1 an de grève de la faim, il est remis en liberté pour raison médicale. Mais cela ne lui suffit pas. Mais cela ne lui suffit pas. Il veut laver son honneur. Il veut montrer à la France entière qu'il est victime d'une erreur judiciaire. Voici le premier numéro d'Accusé à tort, l'innocence à tout prix. Aïe. Ok Steph, pas dedans? Et là? Ok Michel. Nous sommes en novembre 1970, à une vingtaine de kilomètres de Nîmes. Au petit matin, les gendarmes découvrent les corps d'André Borel, un garagiste de 33 ans, et de son employé Jean Moreno, 29 ans. Les 2 hommes sont massacrés, égorgés, éventrés et achevés par des balles de gros calibre. Et fait rarissime, alors qu'ils découvrent l'identité des victimes, les enquêteurs, sans plus d'investigation, sont convaincus de connaître le nom du coupable. L'enquête va s'arrêter là. Pourquoi ? Parce que depuis 1 mois, l'épouse du garagiste, Odile, une riche héritière, est partie avec un beau jeune homme de 29 ans. Il s'appelle Roland Agré. Et du coup, moins de 3 heures après la découverte macabre, les gendarmes vont interpeller Roland Agré. Il a beau clamer son innocence, la machine judiciaire est en marche et elle va le conduire inexorablement dans le box de la cour d'assises du Gard où il sera condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Nous sommes en 1973. Du fond de sa cellule, le condamné va mener un incroyable combat. Il n'hésite pas à se couper 2 doigts. Il avale tout ce qu'il trouve, des couteaux, des fourchettes. Il va même escalader le toit de sa prison pour y tenir une conférence de presse 2 jours durant. Après 7 ans de détention et 1 an de grève de la faim, il est remis en liberté pour raison médicale. Mais cela ne lui suffit pas. Mais cela ne lui suffit pas. Il veut laver son honneur. Il veut montrer à la France entière qu'il est victime d'une erreur judiciaire. Voici le premier numéro d'Accusé à tort, l'innocence à tout prix. C'est celle qui porte bonheur. Steph? Ouais, je suis d'accord. Ah oui, parce qu'en plus j'ai changé de... Là c'est bien? Non, non, pas. Je suis obligé d'être. Ok. Michel? Candidat. Quand tu veux, je suis là. Nous sommes au mois de novembre 1970, à une vingtaine de kilomètres de Nîmes. Au petit matin, les gendarmes découvrent les corps d'André Borel, un garagiste de 33 ans, et de son employé, Jean Moreno, 29 ans. Les 2 hommes sont massacrés, éventrés, égorgés et achevés par des balles de gros calibre. Et fait rarissime, alors qu'ils découvrent l'identité des victimes, les gendarmes, et sans plus d'investigation, sont convaincus de connaître le nom du coupable. L'enquête va s'arrêter là. Pourquoi ? Parce que, depuis 1 mois, l'épouse du garagiste assassiné, Odile, une riche héritière, est partie avec un beau jeune homme. Il s'appelle Roland Agré, il a 28 ans. Les déboires sentimentaux du garagiste ne sont un secret pour personne dans la région. Et du coup, moins de 3 heures après la macabre découverte, ils vont interpeller. Et du coup, après
Et du coup, moins de 3 heures après la découverte macabre, les gendarmes vont interpeller Roland Agré. Il a beau clamer son innocence, la machine judiciaire est en marche et elle va le conduire inexorablement dans le box de la cour d'assises du Gard, où il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Nous sommes en 1973. Du fond de sa cellule, le condamné va mener un incroyable combat. Il n'hésite pas à se couper 2 doigts. Il avale tout ce qu'il trouve, des couteaux, des fourchettes. Il va même monter, escalader le toit de sa prison. Je la refais celle-là parce que j'ai bafouillé. Du fond de sa cellule, le condamné va mener un incroyable combat. Il n'hésite pas à se couper 2 doigts. Il avale tout ce qu'il trouve, des couteaux, des fourchettes. Il va même escalader le toit de sa prison pour y mener une conférence de presse 2 jours durant. Après 7 ans de détention et 1 an de grève de la faim, il est remis en liberté pour raison médicale. Mais cela ne lui suffit pas. Il veut laver son honneur. Il veut que la France entière sache qu'il est victime d'une erreur judiciaire. Voici le premier numéro d'Accusé à tort, l'innocence à tout prix. C'est celle qui porte bonheur. Steph? Ouais, je sais. D'accord? Ah oui, parce qu'avant j'ai changé de. Là c'est mieux? Non, on va pas. Je suis obligé de. Ok. Michel? Attends, attends. Quand tu veux, je vais. Nous sommes au mois de novembre 1970, à une vingtaine de kilomètres de Nîmes. Au petit matin, les gendarmes découvrent les corps d'André Borel, un garagiste de 33 ans, et de son employé, Jean Moreno, 29 ans. Les 2 hommes sont massacrés, éventrés, égorgés et achevés par des balles de gros calibre. Et fait rarissime, alors qu'ils découvrent l'identité des victimes, les gendarmes, et sans plus d'investigation, sont convaincus de connaître le nom du coupable. L'enquête va s'arrêter là. Pourquoi? Parce que, depuis 1 mois, l'épouse du garagiste assassiné, Odile, une riche héritière, est partie avec un beau jeune homme. Il s'appelle Roland Agré, il a 28 ans. Les déboires sentimentaux du garagiste ne sont un secret pour personne dans la région. Et du coup, moins de 3 heures après la macabre découverte, ils vont interpeller. Et du coup, moins de 3 heures après la découverte macabre, les gendarmes vont interpeller Roland Agré. Il a beau clamer son innocence, la machine judiciaire est en marche et elle va le conduire inexorablement dans le box de la cour d'assises du Gard, où il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Nous sommes en 1973. Du fond de sa cellule, le condamné va mener un incroyable combat. Il n'hésite pas à se couper 2 doigts. Il avale tout ce qu'il trouve, des couteaux, des fourchettes. Il va même monter, escalader le toit de sa prison. Je la refais celle-là parce que j'ai bafouillé. Du fond de sa cellule, le condamné va mener un incroyable combat. Il n'hésite pas à se couper 2 doigts. Il avale tout ce qu'il trouve, des couteaux, des fourchettes. Il va même escalader le toit de sa prison pour y mener une conférence de presse 2 jours durant. Après 7 ans de détention et 1 an de grève de la faim, il est remis en liberté pour raison médicale. Mais cela ne lui suffit pas. Il veut laver son honneur. Il veut que la France entière sache qu'il est victime d'une erreur judiciaire. Voici le premier numéro d'Accusé à tort, l'innocence à tout prix. Bonsoir. Voici le premier numéro d'Accusé à tort, l'innocence à tout prix. Bonsoir. Voici le premier numéro d'Accusé à tort, l'innocence à tout prix.
Bonsoir. Voici le premier numéro d'Accusé à tort, l'innocence à tout prix.